Aujourd'hui, l'exploration, pour moi, elle est aussi à travers l'exploration de soi, l'introspection. J'aime encore me dire que je suis explorateur puisque je vais dans des endroits qui sont très très reculés. Il n'y a pas de risque zéro. Et oui, c'est aussi ça que je vais chercher. C'est aussi ce risque, cette adrénaline, cette chose qui me fait vibrer profondément en me disant c'est parce qu'il y a justement cette mise en danger qu'il y a quelque chose qui m'attire. Mon corps s'est déjà arrêté plusieurs fois. J'ai fait plusieurs arrêts cardiaques à 21 ans et à 25 ans. J'ai toujours eu peur de me retrouver sur un fauteuil roulant et plus en pleine capacité de mes moyens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné. Bonjour Laurie Lag. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. D'abord parce qu'on s'est parlé à l'antenne, sur la libre antenne, longtemps. Exactement. Parce que c'est un petit peu à la hauteur, ce format de votre vie. Vous traversez le monde entier depuis presque toujours, dans des conditions extrêmes. Les déserts les plus chauds et les déserts les plus froids. Exactement. C'est quoi la température la pire que vous avez connue, dans un sens comme dans un autre? J'ai déjà fait 120 degrés d'écart, puisque j'ai déjà fait plus 60 et moins 66. Qu'est-ce qui est le pire? C'est une question qui revient beaucoup, mais je dirais que le plus difficile pour moi reste le chaud, contrairement aux attentes qu'on a, puisque il y a toujours cette impossibilité de se refroidir, alors qu'à l'inversement, toujours possibilité de se réchauffer quand nous avons froid. Combien de continents parcourus? Oula, je crois que je compte plus les continents que je parcours. Je voyage beaucoup, j'ai la chance d'énormément voyager et de vivre surtout avec passion du métier qui m'anime, mais j'ai arrêté de compter. Explorateur ou aventurier, comment vous vous définissez? Les deux, mon capitaine, puisque c'est vrai que ce terme d'exploration a un petit peu moins de sens aujourd'hui pour la simple bonne et unique raison que beaucoup d'endroits du monde ont été exploités et explorés. Donc aujourd'hui, l'exploration, pour moi, elle est aussi à travers l'exploration de soi, l'introspection. J'aime encore me dire que je suis explorateur puisque je vais dans des endroits qui sont très reculés, quasi inaccessibles, que ce soit les déserts, que ce soit la banquise, le pôle Nord, les endroits où je suis vraiment à un tel point reculé que normalement l'homme n'a pas sa place. Donc il y a encore une sorte d'exploration, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les satellites et avec tout ce qui s'ensuit, on est capable de tout cartographier. Mais moi j'aime ces zones d'inconnu à la fois dans l'introspection et à la fois dans le fait que même si cette partie du globe a été notifiée, écrite, inscrite quelque part, eh bien, ce soit quand même nouveau et que tellement peu de personnes y aillent que ça soit quand même une exploration. Et puis de toute façon, votre vision à vous, c'est une vision unique. Je crois que l'exploration, c'est avant tout une vision, effectivement, la sienne, avec laquelle il faut se sentir bien, un ego qui va avec, en général, pour pouvoir survivre dans des zones comme ça, mais aussi s'attaquer à des choses qui sont difficiles, que ça soit sur le terrain, mais que ça soit dans la vie. Donc oui, je crois qu'il faut une vision bien définie de ce qu'est l'exploration et puis de savoir où c'est qu'on a envie d'aller. Et puis savoir le faire surtout, parce que le risque, c'est tous les jours, que vous le vivez. Quand je pars, oui, mais au même titre qu'un professionnel qui travaille dans un métier à risque, une personne à l'armée ou une personne, je ne sais pas moi, un pompier, c'est un choix d'avoir un métier à risque. On essaye de contrôler au mieux possible la marge de risque pour rentrer toujours en vie, effectivement. Mais il n'y a pas de risque zéro. Et oui, c'est aussi ça que je vais chercher. C'est aussi ce risque, cette adrénaline, cette chose qui me fait vibrer profondément en me disant c'est parce qu'il y a justement cette mise en danger qu'il y a quelque chose qui m'attire. Alors pourquoi cette mise en danger? Est-ce que vous êtes de tempérament borderline? La libre antenne, c'est une émission un petit peu psy. Est-ce que c'est aussi une question de tempérament? Alors, moi j'ai toujours été extrêmement border, on ne va pas se mentir. Que ce soit dans ma plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, je suis quelqu'un de border parce que j'ai mal compris, je pense, ou j'ai mal assimilé cette notion de limite. Quand on nous donne des règles, on nous explique que 2 et 2, ça fait 4, qu'il ne faut pas aller à cet endroit-là, que si tu touches ça, tu vas te brûler. J'ai trouvé que très jeune déjà, il y avait cette forme de limite qu'on nous imposait. Et je pense que j'ai eu envie d'explorer très jeune ce qui se passait de l'autre côté de l'autorisation, de l'autre côté de la limite, de l'autre côté du non.
de l'autre côté de la règle. Et ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu apprendre énormément de choses en allant de l'autre côté. Et effectivement, je pense qu'il faut être border, si ce n'est passer de l'autre côté, effectivement, pour pouvoir assimiler et vivre des expériences aussi extrêmes. J'en ai fait mon métier avec beaucoup de chance, mais ça fait partie effectivement de la vision globale. Prendre des risques, c'est un peu les sujets de la vie de tous les jours. Qui sort de sa zone de confort, qui va prendre des risques pour changer de boulot, qui va prendre une responsabilité, je sais pas, de devenir parent un jour. Donc en fait, c'est ça qu'on cherche un petit peu dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai juste poussé le curseur bien plus loin. C'est ça, vous incarnez vraiment, pleinement et totalement avec tout votre être ce concept, cette règle que la vie est un risque, hein, tout simplement. Mais vous parliez de transgression à l'instant, et d'ailleurs vous dites j'ai exploré de l'autre côté de la limite, mais vous avez bien exploré, parce que transgressif, vous l'avez été. Bien sûr. Vous avez été jusqu'en prison. Bien, oui, tout à fait. La détention, qui était une expérience comme une autre, finalement. La détention, j'ai fait l'expérience de l'enfermement pour comprendre, au même titre que j'ai fait l'expérience de l'entrepreneuriat, au même titre que j'ai fait l'expérience de la parentalité. Et j'ai juste enchaîné des sujets différents, dans des horizons différents, toujours avec la même vivacité, la même ténacité, de vouloir explorer cette sensation. Qu'est-ce que ça allait me faire? Qu'est-ce qui se passe quand j'y vais? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Parce que finalement, la vie, c'est une grande masterclass sur la quête du bonheur, sur qui on a envie d'être, sur qui on peut être demain. Et moi, j'ai juste accéléré certains processus pour trouver des réponses plus rapides que le chemin de la vie qui, pour moi, est très utopiste, puisqu'on a cette sensation que ça va être éternel, alors que non. Et moi, ma notion du temps m'a été inculquée très jeune, et de fait, j'ai décidé de transgresser, j'ai décidé d'aller là où on ne peut pas, pour comprendre plus rapidement et me trouver plus rapidement. Comment on vous inculque la notion du temps quand vous êtes jeune? La notion du temps, moi j'ai une mère qui est psy, qui est même formatrice psychiatre, psychothérapeute, avec laquelle à cette époque-là, il y avait une dimension pour être soi-même psy, il fallait suivre une analyse. Toujours aujourd'hui, hein. Encore aujourd'hui, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai été le cobaye, je suis l'aîné de la fratrie. Vous êtes combien? Nous sommes 3, et j'ai été l'aîné, voilà, un peu cobaye sur les sujets des parents, ce qui me paraît tout à fait normal. Mais j'ai pris de plein pouvoir la réflexion dans laquelle se trouvait ma mère à cette époque-là. Les échanges que j'avais avec elle, ils étaient trop avancés pour mon âge. Donc je suis tombé dans une espèce d'hyper-réalisme brutal qui m'a de suite enlever les paillettes, les froufrous de les rêves, de ce que pourrait être la vie avec une certaine utopie. Non, pas du tout. On est rentré directement dans le vif du sujet. Ça va être dur. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps entre ces deux moments? Comment on va l'exploiter? Est-ce que finalement, on a du temps à dépenser pour des gens qui n'en valent pas la peine? En fait, avoir des vraies questions existentielles très jeune, et comprendre ces questionnements de la vie, de la mort, et de se dire à 50 ans, mince, c'est vrai que je vais mourir et tout. Non, moi j'avais compris ça. À 50 ans. Non, mais à 50 ans, on peut se poser la question. Ouais. En général, ces questions hyper brutales sur la vie, elles viennent plus tard, après l'adolescence, et puis il y a des gens qui vivent dans une utopie ou dans une vie qui leur appartient, mais jusqu'à qu'ils arrivent un petit peu sur la fin de vie, sur leur lit de mort, ou quel que soit l'âge en fait finalement, mais qu'on se rende compte que, ah mince, il va y avoir une fin. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, souvent, il y a des retournements de situation. On parle de la crise de la quarantaine, on parle de la crise de la cinquantaine, on parle des gens qui commencent à voyager, à faire des choses qu'ils ont envie de faire parce qu'ils approchent de l'espèce du bout. Moi, je l'ai vécu très jeune, et du coup, très jeune, je me suis dit, je vais rentabiliser mon temps sur Terre. C'est plutôt positif ou pas? C'est très positif dans un sens et extrêmement négatif dans l'autre, puisque ça me pousse à faire des choses forcément qui sont épuisantes pour les gens qui m'entourent. Puisque je suis très hyperactif, j'ai dormi très peu pendant de nombreuses années. Là, je suis dans un nouveau cycle de ma vie, pour tout vous dire, puisque j'ai dormi presque 2 à 4 heures par jour pendant presque 15-20 ans. Et aujourd'hui, je suis dans un cycle où je prends le temps. Alors qu'avant, j'avais cette faculté à consommer la vie avec une envie très prenante. Et je me suis dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait changer aussi sur ça et me dire, ok, tu as consommé la vie de cette manière-là, est-ce que tu penses qu'il n'est pas le temps aussi que tu apprécies les choses plus futiles, plus simples,
sur lesquels tu es passé à travers, plutôt que de consommer avec cette envie de dire que tu vas louper quelque chose. Donc on passe, je pense, tous par des cheminements différents. En tout cas, moi, c'est là que je me trouve aujourd'hui. Elle est posée, parce que moi j'ai l'habitude de dire que souvent dans la vie, comment les couples se constituent, on met le radin avec la généreuse, on met la calme avec le colérique, etc. Puisqu'en fait on ne vit qu'une grande expérience. Alors est-ce que vous, votre compagne ou votre épouse, Ouais. est posée? Ma fiancée, qui n'est joli. pas la mère de mes enfants, puisque j'ai eu 2 personnes dans ma vie. J'ai été pendant presque 10 ans avec la mère de mes enfants, que j'aime encore passionnément, en tant que femme, en tant que parent, avec laquelle je m'entends extrêmement bien. Et j'ai ma fiancée avec laquelle je partage ma vie, avec laquelle dans laquelle je suis fou amoureux, qui est mon amour de jeunesse. Pour expliquer, j'ai toujours été quelqu'un d'assez fidèle finalement dans mes sentiments. En fait, je suis passé par plusieurs cycles. Ça veut dire que j'ai eu besoin de mon opposé pendant longtemps, une sorte de garde-fou qui m'a permis de ne pas mourir, entre guillemets. Et maintenant que je maîtrise les armes et les dangers, j'ai une personne qui est comme moi. Parce que je peux faire face à une personne comme celle-là. Donc elle est très émotionnelle, elle est très théâtrale, donc elle me ressemble énormément, nous nous ressemblons énormément. Mais j'ai vécu avec une personne qui était aux antipodes de moi pendant la première partie de ma vie. Donc c'est très drôle justement de voir aussi ce cheminement dans lequel et par lequel je suis passé. Elle est jusqu'au boutiste, un peu comme vous? Parce que vous dites que la première compagne, elle vous a permis de ne pas mourir. Et aujourd'hui, vous allez toujours à la frontière avec la mort que vous a appris votre maman. Alors, est-ce que votre fiancée d'aujourd'hui, elle est un peu comme vous, elle va toucher comme ça les extrémités et ça la nourrit? Je pense que que le fait que moi je vive ça, c'est déjà assez bien pour elle en termes d'expérience, d'émotion. Mais par contre, dans son travail et dans les projets qu'elle mène, elle est très engagée, oui. Moi, je suis différent. En fait, il y a toujours cette nuance entre engagé et déterminé. Moi, je suis quelqu'un de très déterminé dans la vie. Maud, qui est ma compagne, est une personne engagée et qui vit à travers ce que je vis aussi beaucoup d'émotions et qui finalement n'a pas besoin spécialement d'en vivre encore plus. Donc là, elle chemine pour aller ailleurs et pour vivre de sa flamme qui est le cinéma, qui est l'acting, donc avec laquelle je l'aide le plus possible. Mais elle parcourt son petit bout de chemin, elle aussi, et je pense qu'elle sera jusqu'au boutiste là-dedans. Oui. En tout cas, elle se dépasse aussi un petit peu Tout comme à fait. vous. Hein. Donc, vous nous parlez de toujours reporter les limites, hein, repousser les limites. C'est comme ça que vous avez construit votre vie. Alors, du coup, à un moment donné, il y a quand même une limite ou pas? La limite, oui, c'est la limite du corps humain. C'est-à-dire que le corps humain, l'outil avec lequel je travaille, s'arrête. Mon corps s'est déjà arrêté plusieurs fois. J'ai fait plusieurs arrêts cardiaques à 21 ans et à 25 ans. J'ai eu la sensation d'être traversé par des émotions particulières, puisque tout le monde parle de certaines émotions, certaines visions. Le tunnel de lumière, voilà, être au-dessus de son corps. Exactement. Je pense que j'ai traversé des choses un peu similaires à ça, mais j'en ai pas fait tout un truc fantasmagorique. Je me suis un peu détaché de ça. Ce que j'ai vu que ça a fait, c'est l'impact que ça a eu sur moi, les crises d'angoisse. J'ai très mal vécu la suite de ça. J'avais peur de mourir tout le temps. La chose que j'ai retrouvée récemment, malheureusement, au décès de mon père, ce que ça m'a appris, c'est qu'effectivement, encore plus là, avec les mésaventures récentes, que nous n'avons vraiment qu'une seule vie. Donc j'essaye toujours de minimiser le risque dans ce danger de mort. Mais par contre, je ne vais pas m'empêcher de vivre des choses extraordinaires sous prétexte qu'il y a une prise de risque trop importante. Parce que je crois que ça aussi, c'est une utopie, finalement, de croire que la mort vient nous saisir que quand on prend des risques. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un ère complètement différent où beaucoup de maladies naissent, beaucoup de cancers, beaucoup de gens meurent de maladies. Et ça, c'est bien plus récent et bien plus présent qu'avant. Et puis après, il y a de toute manière la vie qui suit son cours. On peut tomber malade alors qu'on a été sain. On peut vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans alors qu'on a fait la bringue toute sa vie. Il n'y a pas de réelle loi. On peut sortir dans la rue et que ça se passe mal. Exactement. On peut se faire renverser au passage piéton. Donc moi, je pars du principe que si on commence à consommer la vie de cette manière-là, on va devenir vraiment handicapé de tout et apeuré de tout. A contrario, je ne dis pas de partir dans les extrêmes comme moi je le fais, mais je dis de ne pas avoir de limites si à un moment donné, nous avons des quêtes personnelles. La plus grande peur en voyage, c'était laquelle? Ma plus grande peur, effectivement, ça a toujours été
de me blesser. J'ai toujours eu peur de me retrouver sur un fauteuil roulant et plus en pleine capacité de mes moyens. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné. Je fais un métier à risque, je fais des sports extrêmes, du parapente, de l'alpinisme, du ski, plein de choses qui sont très dures. Mais il y a toujours ces risques de choc brutal, de handicap qui m'a toujours traîné derrière la tête et je me suis toujours demandé qu'est-ce que je ferais si je devais affronter cette chose qui est une de mes plus grosses peurs, comment je serais finalement dans cette situation. Mais c'est intéressant parce que vous êtes parti justement avec un jeune tétraplégique traverser plein de paysages différents, avec des extrêmes différents. Je crois que vous avez été au Maroc ou dans le Sahara, en montagne, haute montagne, vous l'avez porté sur votre dos. Tout à fait. Racontez-nous cette expérience parce que finalement, vous avez été chercher l'objet de votre peur et vous l'avez transcendé à travers lui. Et lui, vous lui avez aidé aussi à transcender, j'imagine, et à repousser ses limites. Je crois que le cheminement a été très différent pour tous les deux. Moi, j'avais envie de créer un projet qui avait du sens à la fois pour moi, pour affronter un petit peu cette peur, mais me dire quelle histoire je peux raconter entre la situation dans laquelle je me trouve et la situation dans laquelle j'ai peur d'aller, où j'ai peur de vivre. Et je me suis dit, je vais créer ce projet Résilience, où je vais guider une personne à mobilité réduite dans des endroits du monde et vivre des choses extraordinaires avec elle, avec lui en l'occurrence. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Martin en lui proposant… Martin Petit. Hein. Martin Petit, ce projet fou qui lui était sportif aussi et qui s'est blessé sur les côtes landaises et qui est devenu donc tétraplégique. Et j'avais envie de me sensibiliser à cet univers-là et j'avais envie de permettre à quelqu'un de repousser ses limites, de continuer à vivre des choses extraordinaires et d'aller en pleine nature, chose qui est devenue très compliquée pour ces types de gens en fait, qui n'ont plus accès à la nature dû à leur mobilité. Et donc j'ai monté un projet tout autour de ça qui a duré presque 3 ans où j'ai guidé Martin Petit à travers les 4 étapes de la résilience. C'était le but de mon projet, le déni, la colère, l'acceptation et la renaissance. Et à chacune de ces étapes, je l'ai emmené dans un endroit particulier, les montagnes espagnoles. Ensuite, nous sommes partis dans le désert du Sahara. Ensuite, nous sommes partis décoller en parapente face au Mont Blanc et finir par une traversée en bateau pour arriver sur son lieu d'accident. Et toute cette histoire a duré 3 ans. Nous sommes disputés, nous avons repoussé nos limites, nous avons fait un magnifique documentaire et un livre. Un documentaire qui est sorti en novembre dernier en avant-première au Grand Rex, qui sortira maintenant plus que dans 1 an, voilà, au grand public. Et un superbe livre qui retrace effectivement toute cette aventure où on comprend avec les récits de Martin de l'intérieur comment il a dû faire confiance à des personnes qu'il ne connaissait pas, comment il a remis son corps à des gens. Et moi, avoir la responsabilité de ce projet, avoir la responsabilité de la vie des gens. Et donc ça a été un énorme projet qui a été extrêmement beau et qui m'a pris beaucoup de temps. En plus de mes activités, puisque moi je suis père de famille, entrepreneur et je mène mes expéditions aux 4 coins du monde. Donc ça a été très long, très dur, très fastidieux. Mais voilà, je suis très heureux d'avoir mené à bien ce projet. Ça m'a rapproché considérablement de cette cause qui est pour eux le handicap, comment défendre ces valeurs auxquelles finalement j'étais pas vraiment sensible. Comprendre les problématiques qui sont liées à son handicap, mais liées aussi à sa vie de tous les jours. Voilà, on a fait une promotion ensemble en septembre. Finalement, l'accès pour les personnes à mobilité réduite est désastreux. Donc, j'ai compris beaucoup de choses et lui, à contrario, je pense que ça l'a considérablement changé. C'est ce qu'il nous disait, d'avoir repoussé ses limites, d'avoir quelqu'un qui lui dise « Non, je ne suis pas d'accord, tu vas réussir ». Puisque tout départ, ce qui est très drôle, c'est qu'il me dit « J'en ai marre d'être considéré comme un handicapé ». Et je lui dis « Ok ». Et quand il a fallu partir en plein milieu du désert à 50 degrés et qu'il vient me voir et qu'il me dit « Je sens que mon camp va me lâcher, j'ai l'impression que tu oublies que je suis un handicapé ». Je lui dis « Bah oui ». C'était l'objectif. Tu m'as demandé de te considérer comme une personne comme tout le monde, donc là maintenant je te dis on va y aller. Et comment vous avez fait dans le Sahara là, avec le fauteuil? Je l'ai poussé dans le sable, je l'ai porté sur le dos, sur les dunes, je me suis démené pour lui faire vivre des expériences. Nous avons abandonné, on retrouve tout ça dans le livre, on a abandonné à des moments, on est reparti en pleine nuit, il y a des rebondissements incroyables qu'on raconte avec une vraie brutalité, une vraie authenticité dans le livre et qu'on peut aussi découvrir dans le documentaire, de la joie, des pleurs, des peurs, beaucoup de choses qui sont assez tumultueuses mais belles et qui sont la vie réelle. Est-ce que vous avez moins peur, vous?
Je n'ai pas moins peur du handicap. Ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait absolument que je n'y aille pas et donc qui me pousse toujours continuellement avec mes équipes à prendre le moins de risques possible. Mais clairement, voilà, je trouve que c'est une situation extrêmement dure, même si Martin a cette résilience justement de s'être relevé d'un accident comme celui-là et d'un événement aussi impactant dans sa vie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui et beaucoup de respect pour les personnes dans sa situation, mais clairement, ça m'a conforté dans le fait que je ne voulais pas me retrouver à sa place. Le prochain voyage, donc c'est Svalbard, c'est tout à l'heure, hein, donc je suis encore plus fière. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1. L'avion, il décolle à quelle heure? Je décolle à 20 h aujourd'hui pour partir au Svalbard pour un entraînement dans des conditions pas spécialement extrême, mais il fait quand même entre moins 30 et moins 40 en ce moment là-bas, pour préparer un gros projet sur l'année 2025. Combien de temps là-bas? Là, je reste 15 jours seulement au Svalbard pour un entraînement avec les Norvégiens qui sont spécialisés dans les climats et dans les ambiances polaires. Et le voyage d'après, alors c'est lequel? Ensuite, beaucoup d'actualités cette année, énormément, puisque le documentaire que j'ai réalisé l'année dernière pour Arctic Mission, où j'ai passé 77 jours sur la banquise en solitaire proche du pôle Nord, va sortir. Cette année, a priori, il va potentiellement être présenté dans un grand festival, nous verrons. Je guide mes filles pour leur première expédition. Nous allons traverser le plus grand désert de celle du monde qui s'appelle le désert d'Uyuni en Bolivie. Mes filles qui ont 7 et 9 ans. Donc je vais vivre une expérience incroyable avec elles pour essayer d'être proche d'elles, qu'elles comprennent tout ce que je fais. Et le gros de mon expédition se passera en septembre-octobre prochain. Je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais après avoir côtoyé les abîmes, je vais plutôt côtoyer les cieux. Oh là là, donc les plus hauts sommets. On part en Asie? Nous partons en tout cas en hauteur. En hauteur, c'est ça. Tous les trois avec vos filles? Pas sur le projet de montagne, mais sur le projet déjà de Bolivie, et c'est à 3600 mètres, donc ça vient s'inscrire dans mon année aussi. Et les filles, non, ne peuvent pas aller à cette hauteur-là, à cet âge-là. On a parlé de votre maman qui était psy. Votre papa, qu'est-ce qu'il faisait? Et je crois qu'en plus, l'ambiance était très tendue à la maison. C'était il y a très longtemps, et j'ai beaucoup parlé de ces histoires aussi, donc aujourd'hui, j'évite maintenant de parler de mon père qui est décédé. Voilà, ce que je retiendrai de ma relation avec lui, c'est que finalement, après une enfance difficile, je me suis rabiboché avec lui et j'ai vécu des années extraordinaires à ses côtés. Je pense que chaque parent fait comme il peut à la naissance de ses propres enfants. C'est une difficulté qui est extrême. Et moi, ma plus grande aventure, ça reste d'être devenu parent, d'être devenu papa. Et donc, du coup, voilà, je garderai un souvenir de mon père où j'ai traversé l'océan Atlantique avec lui, des souvenirs assez incroyables et surtout une relation en paix, même si elle avait mal démarré. C'est ça, où la rencontre a pu se faire. C'était ça l'objet de ma question, parce que j'allais vous demander, parce que je sais, vous me l'avez dit à l'antenne, hein, que la rencontre a pu se faire, et ça c'est un grand cadeau quand la rencontre peut se faire avec le parent maltraitant de son vivant. Tout à fait. Hein, et c'est plus facile pour faire le deuil ensuite. C'était une aventure extraordinaire, extraordinairement dure et à la fois très belle, puisque mon père m'a dit « Pars mon fils ». Dans ton expédition, je t'attendrai. Et il a tenu sa parole. Et j'ai tenu la mienne de rentrer entier pour lui dire au revoir. Et j'ai pu l'accompagner sur sa fin de vie. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire de pouvoir honorer les volontés de mon père et de pouvoir l'accompagner du mieux possible sur sa fin de vie, aussi courte soit-elle. C'est ce qu'on peut souhaiter à tous les enfants, hein, de pouvoir accompagner les parents jusqu'au bout et de pouvoir se dire au revoir. Avant de se dire au revoir, de pouvoir se dire bonjour, de pouvoir se rencontrer. La rencontre, voilà. La rencontre est très importante. Je pense qu'on peut passer à travers sa relation, celle de parents, celle d'enfants, celle de frères, de sœurs, de mères. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir assez rapidement dans la vie pour se dire j'aime ma famille, il faut que je profite d'eux. Et le moment venu, je vais être là pour eux, comme je l'espère que mes enfants seront là pour moi. Mais c'est inévitable. Donc qu'est-ce que nous allons faire d'extraordinaire au milieu? Et ce début et cette fin que votre maman vous a inculqué, vous l'inculquez à vos filles, vous les laissez rêver? Je laisse mes filles rêver. L'éducation de ma mère m'a beaucoup nourri sur le fait de prendre des choses, mais d'en laisser aussi. Je crois que c'est ça aussi le concept de la parentalité, c'est de traverser sa propre éducation, de la revivre, de voir ce qui est intéressant de faire ou non. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du bon et du moins bon dans les deux côtés et j'ai essayé de composer quelque chose qui me paraît être optimal pour mes enfants. Mais
Je les laisse vivre, je les laisse rêver, je les laisse tomber, je les laisse se relever et j'essaie de les éduquer avec beaucoup d'amour. Est-ce que vous êtes un homme accompli aujourd'hui, Loury Lag? Je suis un homme accompli dans plein de domaines. C'est vrai que j'ai toujours envie de repousser les limites dans des nouveaux horizons. Donc il faut savoir dire oui, je suis heureux. Et c'est le cas. Je suis un homme comblé dans la vie. J'ai 2 magnifiques filles, j'ai une femme que j'aime passionnément, j'ai un métier pour lequel je prends énormément de plaisir. Donc oui, je suis un homme comblé, mais je vais m'accomplir dans d'autres domaines, c'est sûr et certain. Merci beaucoup d'être passé par Europe 1 aujourd'hui Je vous en avant de prie. partir au Svalbard. Bonne C'est journée. pas rien avec cette magnifique conclusion. Je suis heureux. Merci beaucoup. Merci à vous.